cherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Je suis Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR. Écoutez, c'est pas notre dernière émission, notre avant-dernière émission de la saison. Et alors, moi, j'ai pensé vous trouver quelqu'un d'exceptionnel. Vous savez, on fait de la défense des droits, on fait beaucoup de choses. Puis, dernièrement, on est devenu partenaire d'une certaine façon avec le Centre Montmartre, où on a des gens là, qui viennent travailler avec nous et vraiment, là, c'est quelque chose de pas mal extraordinaire. Alors, sur cette même veine-là, je voudrais vous présenter quelqu'un qui m'a toujours impressionné par sa simplicité, par son expérience de vie et quelque chose de spécial. Alors, c'est Monsieur Marcel Poirier, qui est religieux, Augustin de l'Assomption, qui est présentement au Centre Montmartre. Bonjour, Marcel. Bonjour. Écoute, Marcel, j'ai lu ton CV. Je voudrais que nos auditrices écoutent ça, puis nos auditeurs. Monsieur Marcel a étudié en philosophie, en théologie, en sociologie. Évidemment, il est devenu prêtre. Il a fait de l'animation étudiante. Il a fait de la formation. Il a occupé des charges majeures chez les Augustins, je dirais, en dehors des frontières du pays. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Alors moi, j'ai voulu vous le présenter parce que je le trouve intéressant, puis je pense que vous allez le trouver intéressant. Alors, Marcel, je vais commencer mes petites questions parce que j'en ai fait quelques-uns. Vous êtes un homme de foi qui a un parcours intéressant. Vous avez fait beaucoup de choses et occupé beaucoup de fonctions. Parlez-nous de l'expérience acquise. Comme vous le dites, ayant occupé beaucoup de postes et de fonctions et dans des différentes circonstances, forcément, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. En fait, toutes ces choses-là, pour moi, se sont, je dirais, accumulées sans que j'ai vraiment planifié. J'avais pas un projet de vie en dehors d'être religieux, membre de ma communauté. J'avais pas une idée de carrière en tête. Les circonstances, en fait, m'ont amené à aller dans différents pays de notre communauté, dans nos différentes missions. Et je dirais, ça a été pour moi, ça tout au long, une source d'enrichissement humain, spirituel, et aussi simplement au plan culturel, tout ça. Donc, c'est les circonstances, finalement, qui m'ont poussé tout au long de ces années-là. Donc, alors, je pourrais commencer évidemment par le début. Moi, je suis né d'une famille bien modeste. Mon père était menuisier, ma mère couturière. On était 7 enfants à la maison, donc j'étais le deuxième. Donc, je crois déjà pour moi, c'était une chance, je dirais, d'arriver dans une famille comme ça. J'ai eu la chance, que tout le monde n'a pas eu, de faire le cours classique à l'époque. Donc, ça aussi, ça a ouvert bien des portes après coup. Et je pourrais dire que ma formation qui va suivre une fois que je suis religieux a été vraiment internationale. Parce que le noviciat se faisait aux États-Unis, la philosophie en France, comme vous l'avez mentionné, c'était 2 années dans le sud-ouest de la France, là, et ensuite à Rome, où se faisait la théologie, et durant une période extrêmement intéressante qui était celle des dernières années du Concile. Donc, je dirais, tout ça, ça a été une sorte d'ouverture de l'esprit assez extraordinaire. Alors, je me rends compte aujourd'hui en quelle chance j'ai eu de pouvoir faire ces expériences.
expérience-là à ce moment-là. Voilà. Mais écoutez, Marcel, grâce à ça, vous êtes devenu quelqu'un qui est international, qui avait quand même un gros bagage derrière vous. Oui, c'est une expérience qui a été intéressante. Par les études, c'était déjà pas mal orienté sur l'international, mais en 1993, il y a eu un chapitre général pour notre congrégation. Ça veut dire que c'est une sorte de parlement qui se réunit tous les 6 ans avec des représentants de chacune de nos missions là, à travers le monde. Donc, et ça, évidemment, j'ai été élu à ce moment-là à ce conseil général et économe général, ce qui m'a amené à devoir visiter pas la totalité de nos missions, mais plusieurs d'entre elles, et les plus importantes. Donc, je dois dire. Oui, vas-y. Est-ce que vous avez remarqué des choses différentes dans chaque endroit que vous avez visité, ou c'était carrément un peu tout organisé de la même manière? Les choses sont très, très différentes. Dans le sens, en Europe, c'est une organisation qui peut ressembler à ce qu'on vit, nous autres, ici. Par contre, lorsque j'ai visité, par exemple, les missions, soit en Afrique, à Madagascar ou encore en Asie, c'est des mondes différents, et l'Amérique latine aussi. C'est vraiment très, très différent, et comme culture, comme langue, bien sûr, et comme niveau social. Donc, c'est très différent. Est-ce qu'à un moment donné, Marcel, quand vous faisiez tout ça, là, ça a bâton rompu, là, différentes expériences, vous avez trouvé ça difficile ou non, vous vous embarquiez comme ça, là, avec aisance? J'ai trouvé ça difficile au début, à Rome, parce que, d'une part, on me nomme économe général, mais moi, j'avais pas de formation comptable. Je savais gérer les petites choses, mais là, au niveau international, il faut des rapports contrôlés par des firmes reconnues, etc. Et là, je dirais la première année, j'en ai sué un coup, là, comme ça. Mais j'ai reçu de l'aide. Je dois dire qu'il y a toujours eu, pas très loin, des personnes qui étaient disposées à me soutenir et à m'aider dans les défis qui se présentaient. Donc, c'était difficile. Et après coup, je dirais, quand on dépasse la difficulté, il y a une sorte de satisfaction aussi, d'apprendre des choses nouvelles et de découvrir des choses. Mais je comprends, vraiment, je comprends, mais il faut le faire pareil. Je veux dire, c'est quand même pas rien, là. Non, c'est pas rien. Et le difficile, dans le cas, c'est d'abord la technique, mais aussi, il faut s'habituer à la manière de vivre à Rome. C'est pas celle du Québec, Les horaires sont pas les mêmes, la nourriture n'est pas la même, la langue, bien sûr. Donc, il faut s'ajuster à ça. Et là, je travaillais avec des confrères. Il y avait un Français, il y avait un Africain, il y avait un Chilien. Donc, et là, chacun arrive avec son bagage. Puis là, il faut s'ajuster les uns avec les autres pour travailler dans la même direction. Ça demande. Mais heureusement, je dirais, là aussi, j'ai eu des confrères, je dirais, très, comme moi, avaient s'ajuster aussi. Donc, on a bien travaillé ensemble. Je dois dire que c'est une charge vécue dans la fraternité. Je suis contente d'entendre ça. Mais parmi tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'il y a des événements qui vous ont le plus marqué? Pas nécessairement dans le mauvais sens, là. Et pourquoi? Les choses des événements, oui, il y en a eu tout le long, des choses importantes. Je dois dire que parmi les choses qui m'ont frappé le plus au point de départ, c'est quand ma visite, par exemple, au Congo, la région où sont nos missions, c'est un pays en guerre dans la pratique. Il y a des massacres régulièrement, des rébellions, etc. Donc là, on ne pouvait plus voyager par route, il fallait faire par transporteur. Donc, je dirais, on a quand même fait la route dans la mission. Et je me souviens qu'en revenant, nous étions 6 dans une Jeep sur une route plutôt chaoteuse. On s'est fait arrêter à 3 reprises par 3 groupes différents de rebelles. Oh. Et le premier groupe, là, ils étaient plus ou moins bien habillés, etc.
Bon, il y avait quelque chose qui ressemblait à un fusil. On n'a pas fait le test pour voir si c'en était un vrai. Hein. Donc, et là, il y a dans notre groupe, il y avait un missionnaire belge qui était là depuis 40 ans. Donc, il s'est mis à négocier avec eux. Et finalement, ils nous ont laissé passer parce qu'ils leur redonnaient à chacun, ils étaient une douzaine, ils leur redonnaient à chacun 2 cigarettes. Oh! Alors, je me dis, là, bon, on n'est pas au Québec, là. Ah non. Plus loin, on se fait arrêter par un autre. Et là, lui, il était en costume militaire. Et il avait ce qui ressemblait à un Kalachnikov. Et alors là, lui, il hurlait. Et on voyait là qu'il était vraiment drogué. Alors là, notre missionnaire encore est sorti, discuté, ça traînait. Hein, et donc, finalement, ils ont décidé de nous laisser passer. Hein. Alors là, il leur a donné de l'argent. Et là, j'ai un calcul rapide. Je crois que ce qu'il a donné à cette petite gang, qui était 8 ou 10, hein, devait correspondre à peu près à 2 $ et quelques. Oh mon Dieu, mais ils se satisfont de pas grand-chose. Ben, ils n'ont pas grand-chose non plus. Hein. Et non, après ça, le troisième arrêt, on se fait arrêter par un groupe d'enfants. Oh! Des enfants soldats, là, hein, ça existait. Hein. Eux, ils avaient des massues, j'ai pas vu de fusil. Hein. Et là, la discussion commence aussi. Hein. Et alors, je voyais que le chef du groupe, à mon avis, il devait avoir 10 ou 11 ans. Hein. Hein. Mais c'est pas lui qui discutait, c'était un autre. Hein. Et finalement, ils nous ont laissé passer. Mais là, eux, ils n'étaient pas dans leur territoire. C'est ce que mes confrères m'ont expliqué. Et ils étaient là, pas loin de la ville où nous nous rendions. Et là, parce que le père d'un des gamins avait été tué durant la nuit. Hein. Et alors là, eux, ils s'en venaient évidemment venger ce meurtre-là. Donc on arrive à la ville, et là, j'apprends que le curé, qui était un de nos frères, hein, avait toute la journée siégé comme juge là, et ça s'est résolu de la façon suivante, c'est que celui qui était considéré comme le criminel, hein, devait verser 4 chèvres à sa famille. Et son complice devait lui en verser 2. Hein, et ça s'est terminé comme ça. Alors là, je me disais en moi-même, ici, on est ailleurs, là. Hein. Justice expéditive, d'une façon on n'a pas idée. Hein. Mais ce petit voyage-là dit un peu dans quel état était la région. Ouais, je comprends. Un chaos, là. Et je dirais, bon, j'ai pas eu peur au long de ce voyage-là, parce qu'on était 7 dans la Jeep. Hein. Et donc, je me sentais quand même en sécurité, mais ça disait quand même, là, l'état d'insécurité générale, quand même, qui se vivait dans la région. Et ça s'est maintenu, ça s'est même aggravé dans les années qui ont suivi. Ah, mon Dieu! Ça, c'était en 2002, là. Imagine-toi, mais est-ce que vous sentiez, Marcel, que les gens de ce pays avaient la foi, par ailleurs, même si ça allait vraiment mal à beaucoup de niveaux dans leur pays? Bon, les gens dans cette section-là sont très religieux. Ah bon? Et dans cette région-là, en particulier, c'est une majorité de catholiques. OK. C'est pas le cas partout, là. Hein. Et dans ce secteur qu'on appelle le Kivu, et la partie qui s'appelle Beni-Butembo. Butembo, c'est la capitale, hein, qui aujourd'hui fait plus d'1 million d'habitants. À l'époque, c'était plutôt 400 quelques mille. Hein. Donc, mais ces gens-là, donc, hein, une majorité sont catholiques, sont des pratiquants. Hein, et donc, je crois que leur foi les aide à subir ces vexations-là, cette insécurité-là, hein, qui est due au fait, hein, aux suites du génocide du Rwanda. Hein, c'est le voisin, le Rwanda. Et les Hutus qui ont été battus, chassés, se sont réfugiés au Congo. Oh, bah. Et évidemment, pour vivre ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Bien, ils envahissent un village, là, une gang, hein? Et là, ben, ils volent, ils violent, ils brûlent, ils détruisent, ils retournent se cacher. Hein? Et c'est comme ça dure depuis 25 ans. Ouais. Donc, et là, l'ONU, les chiffres de l'ONU, pas les choses locales, là, d'après l'ONU, hein, les suites de ce génocide
ont engendré dans la région probablement 6 millions de morts. Eh mon Dieu! C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est ça. Mais alors, savez-vous, Marcel, au Québec, même en Amérique, on n'est pas vraiment tellement au courant de tout ça. on ne l'est pas. On l'est pas, hein? On n'entend pas ça dans les médias qui nous parlent de ça. Non, c'est-à-dire que comme ça arrive toutes les semaines, c'est une nouvelle. OK, je comprends. Il y a des massacres toutes les semaines, puis les gens se fatiguent de ça. Hein? Il y a une sorte de sentiment d'impuissance et de démission face à cette situation qui touche l'ensemble du pays, mais de façon la plus brutale, cette région du Kivu, qui est en fait très recherchée, parce qu'on sait que c'est là qu'on trouve, entre autres, des mines de diamants. Oh bon. Et il y a surtout aussi, c'est un des lieux où on trouve le coltan. Le coltan, c'est un produit qui sert dans nos ordinateurs, dans nos cellulaires, etc. C'est un produit très recherché. Et le Congo, cette partie-là du Congo, est une des réserves majeures. Oh, bonté. Alors, ça, c'est exploité, je dirais, presque à main nue. Et ces gens-là, donc, c'est là qu'on fait travailler les enfants aussi dans les mines, parce qu'ils sont tout petits, peuvent se glisser jusqu'au fond, etc. Donc, on voit travailler des enfants de 4, 5 ans, 6 ans. Et là, donc, tout ça, ça se passe là. Et je dirais, nos compagnies, comme ceux qui font les cellulaires, que ce soit Apple, et tous les autres, évidemment, ils n'achètent pas directement leurs produits de là. Il y a des intermédiaires parce qu'ils ne veulent pas se salir les mains. OK. Oh, mon Dieu. Que ce soit pour le diamant ou le coltan. Donc, alors, nos frères, une bonne partie de nos frères, donc, vivent dans cette région-là avec la grande insécurité qu'il y a. Donc, je dois dire, ça, c'est les 2 visites que j'ai faites là. Donc, je dirais que ça m'a fait découvrir un monde qu'on penserait dépasser. Oui, je comprends. Et qui existe encore là, avec cette forme d'exploitation de minerais premiers, là, comme ça. Eh, mon Dieu. Mais quand on pense, Marcel, là, vous êtes au Québec, vous avez été ailleurs, mais là, on va parler du Québec. Vous devez trouver que c'est tout un changement, qu'ici, on est bien, que on est dans une société de droit où il y a beaucoup de choses d'organiser. Vous devez trouver qu'on est chanceux. Je dirais même on est privilégiés. Je considère que nous sommes des privilégiés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. La QDR sait en repérer tout un lot. Oui. Il y a des problèmes, puis aussi de comprendre que notre démocratie, avec tous ses défauts, elle est quand même là. La démocratie, c'est quelque chose de très fragile, parce que un des problèmes qui se passe au Congo, c'est la corruption des élites. C'est le chaos. Il y a le gouvernement, c'est pas grand-chose. Et en particulier dans cette région-là, du Kivu, le Nord Kivu, le gouvernement fait rien. Et il y avait là une force de l'ONU, qu'on appelait la MONULF, qui avait 16 000 hommes là, bien armés, etc., mais qui font rien, qui interviennent en rien pour protéger les gens. Donc, c'est un des lieux, je dirais, on voit les plus grandes contradictions de notre monde. C'est ça que j'entends. Pour revenir au Québec, donc j'ai en fait, devant tout ça, et même les grands îlots de pauvreté qu'on a ici aussi, on reste quand même privilégié. Mais pourtant, Marcel, je vous... parce que je veux qu'on aborde ça. Pourtant, ici, la foi est pas aussi forte que le précédent pays que vous avez nommé. Oui, ça, c'est assez clair. Je distinguerais un peu le mot foi, parce que ça couvre pas mal de toutes sortes de réalités, ça. Je dirais, parlerait de la foi chrétienne, l'attachement à l'institution qui est l'Église. Donc, vous voyez, c'est déjà quelque chose de beaucoup plus précis. Ouais. Au Québec, je crois que beaucoup de nos gens ont une certaine foi, qui n'est plus la foi chrétienne. Mais bon, je pense qu'ils croient quand même
en certaines choses, mais ils se sont détachés de l'Église pour toutes sortes de raisons. On n'a pas à juger ça, mais il reste qu'il en résulte une chose qu'on voit là, c'est la baisse de la pratique amène un problème de baisse des vocations, bien sûr, et baisse aussi fermeture de nos églises, vente d'églises, etc. Parce que les églises, ces édifices, ça ne peut pas être entretenu s'il n'y a personne qui y va. Donc, alors, on a à ce niveau-là de la foi une grande variété. Chacun un petit peu peut, je dirais, inventer sa foi, la créer, l'arranger à sa mesure. Mais ça ne fait pas un groupe, ça ne fait pas une institution qui peut éventuellement faire des choses en tant que groupe, en tant qu'institution. OK, je comprends. Vous le nommez comme faut. Puis là, je vais revenir à quelque chose. Moi, j'ai souvent entendu des prêtres qui parlaient de foi et d'implication sociale. Oui. Qui disaient que c'était la foi et aussi la justice sociale et aussi nous amène à une implication plus proche des gens qui ont plus de difficultés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sûrement. C'est l'Évangile, je dirais, en direct. La partie centrale de notre foi chrétienne, c'est la charité. Et si on prend dans le discours de Jésus, il y a cette fameuse parabole du jugement dernier, où il s'identifie dans cette parabole-là à la personne en besoin. J'avais faim, vous m'avez pas donné à manger, ou vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire, ou vous m'avez pas donné à boire. Il s'identifie là, et c'est ça le critère du jugement qui va porter. Donc, au cœur, donc, je dirais, de la démarche de l'engagement chrétien, il y a forcément ce souci de la personne en besoin. C'est important. C'est important. C'est pas seulement important, c'est essentiel. Donc, il faut qu'il y ait ça. Et ça peut prendre, évidemment, une multitude de formes. On peut évidemment là, donner 2 piastres au gars qui quête sur le trottoir. Et on peut aussi, par exemple, inventer, créer une école qui va apprendre aux enfants à devenir autonomes, etc. La charité, elle a une multitude de visages, et il y a des choses qu'on va faire pour prévenir la pauvreté ou pour la diminuer. Le but étant toujours de rendre les personnes autonomes, responsables d'elles-mêmes, en leur donnant les moyens. C'est intéressant là, ce que vous dites là. Ça va en plein dans les enjeux que l'on défend. Les aînés, comment vous trouvez ça maintenant? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont respectés, qu'ils ont leur place, qu'on leur accorde la place qu'ils méritent dans notre société, ou qui sont plutôt font partie d'une catégorie distincte qu'on s'occupe quand on peut? Donnez-moi votre vision là, de ça, s'il vous plaît. Si le soin des aînés et le souci de leur vie était, je dirais, totalement répandu, on n'aurait pas besoin de la QDR. Exact. Donc, l'existence de ça signale donc qu'il y a des besoins qui ne sont pas toujours satisfaits. D'une certaine façon, je dirais, le développement de la QDR ou d'organismes semblables nous dit qu'il y a encore un sens de la solidarité chez les gens pour aider ou répondre à des besoins. Et ça, je dirais, c'est beau. Il faut l'encourager, développer. Parce que des besoins, il y en a toujours des nouveaux qui surgissent. Il faut savoir les identifier. Ensuite, comment prendre collectivement. Quand je dis collectivement, c'est pas forcément en demandant au gouvernement de s'en occuper, mais il y a des organismes, la QDR en est, et il y en a toutes sortes, les petits frères des pauvres, etc., qui vont essayer à leur manière de répondre à certains besoins comme ça. Et certains le font parce qu'ils sentent vraiment, je dirais, comme une réponse à leur foi chrétienne, à leur engagement. D'autres par une solidarité que je dirais un peu
bon, peu importe, ça se fait. Et cela, il faut là, le multiplier. Bon, ben, je suis contente de vous entendre là-dessus. Mais pensez-vous qu'il y a un petit fond d'âgisme qui existant dans notre société où vous n'avez pas remarqué ça? Ça saute aux yeux qu'il y en a, de l'âgisme. Maintenant, bon, je dirais, bon, ça existe un petit peu partout, mais pas toujours de la même manière. OK. Je vous donne l'âgisme positif. J'ai eu l'occasion de visiter notre mission en Corée. Ah. Là-bas, à cause de la barbe, je portais la barbe, les gens dans l'autobus me forçaient à m'asseoir. Oh! Et, oui, dans le tramway, la même chose. On me faisait passer en avant. Bon, pourtant, je n'avais pas l'air si vieux que ça, là, mais donc là, je dirais, c'est le respect de l'âge. Ouais. Ça existait, mais je crois qu'ils sont, malheureusement, ils sont en train de le perdre. Ça, c'est ce que je crains. Donc, il y a encore un petit peu de ça ici, mais très peu. Et je vais, à cause de l'individualisme qui s'est beaucoup développé chez nous, mais il y en est résulté une perte un peu, je dirais, du souci des autres. Et ce qui s'est passé au début de la pandémie dans nos CHSLD, là, dans certains CHSLD, a bien montré qu'il y avait des personnes qui étaient totalement laissées à elles-mêmes, des personnes âgées, c'est comme si elles n'existaient pas. Et ça, évidemment, c'est très triste. J'espère que cette expérience-là va nous resensibiliser pour redonner, je dirais, à l'âge sa dignité. Ben, je suis obligée de vous laisser, Marcel. Probablement qu'on va se revoir à la radio, parce que je trouve que vous dites bien les choses et puis vous les dites réellement dans les bons mots. Fait que je vous dis merci beaucoup, puis à la prochaine. Mais merci à vous, et merci pour le travail que vous faites. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. À la coopérative funéraire des Deux-Rives, nous vous offrons des carrières qui font une différence. Vous serez séduit par notre approche humaine qui allie respect et plaisir, ainsi que par nos emplois stimulants dans lesquels vous vous sentirez utile et valorisé. Car au cœur de tous nos gestes, il y a l'humain d'abord. Visitez notre site web au carrières avec un S, coopfunéraire-deux-rives.com. La Maison de la famille Louis Hébert est un organisme centré sur les besoins psychosociaux des personnes, couples et familles. Pour vous aider à surmonter des difficultés d'adaptation ou des problèmes d'ordre personnel et relationnel, pour éviter une situation de crise, pour vous soutenir dans les différentes étapes de la vie. À la Maison de la famille Louis Hébert, vous trouverez un service professionnel de consultation individuelle, conjugale et familiale. Contactez-nous au 418-681-0141 ou visitez notre page Facebook. Du 24 juin au 19 août, un vent de découverte se lève sur le Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Laissez-vous porter par des rendez-vous musicaux à couper le souffle et des performances artistiques qui font vibrer l'âme et le cœur. Planifiez votre envol dès maintenant. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Ici Jessie Caleb. Sortie culturelle à la Korrigan, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mercredi de 18h à 20h, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et prestations au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez repartir avec de beaux prix de présence. Vous avez le goût de faire de la radio? De partager vos connaissances et découvertes musicales avec l'auditoire de CKRL?
C'est maintenant le temps de soumettre votre projet d'émission bénévole pour la saison d'été 2023. Pour plus de détails, rendez-vous au www.ckrl.qc.ca. Mais faites vite, la date limite est le 1er juin 2023. CKRL, une vitrine culturelle, un laboratoire et un lieu de rencontre et de découverte depuis 50 ans. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, le Festival international du domaine Forget de Charlevoix et par la coopérative funéraire des Deux-Rives. Midi Jazz.